bar d'hier a fonctionné? Il y a beaucoup moins de monde? Ou c'est parce qu'il n'y a pas la réunion de présentation du deuxième semestre, peut-être? Je ne sais pas. Du coup, on est en comité réduit. C'est bien les motivés, restez motivés, c'est pour vous. Alors, on termine très rapidement là l'aspect, on va dire, mécanique de la ventilation, parce qu'après, on a du taf sur la capacité et la manière que vont avoir les gaz de traverser justement la paroi alvéolo-capillaire et comment du coup ça va être transporté dans le sang. Et là, il y a encore un certain nombre de notions très très importantes à comprendre. On en est resté là hier sur la notion en fait de qu'est-ce que naturellement le poumon a envie de faire et qu'est-ce que naturellement la cage thoracique a envie de faire. Et ce qu'on avait vu, c'est que, in fine, votre capacité respiratoire, votre capacité à mobiliser de l'air va venir de la moyenne de ces deux propriétés qu'on appelle des propriétés passives. À savoir, ce qu'on avait vu, c'est que le poumon en lui-même n'a qu'une seule envie, c'est se collapser, se renfermer sur lui-même, que les parois se recollent l'une avec l'autre. Du coup, au fur et à mesure que la différence de pression est importante, vous allez du coup, au fur et à mesure, rapprocher les parois de vos alvéoles. Du coup, le poumon aura de moins en moins envie de se collapser puisqu'il est presque collapsé. Alors que la paroi thoracique, quant à elle, si vous effondrez la pression à l'intérieur, la cage thoracique s'affaisse sur elle-même et elle n'est pas dans sa position naturelle. Elle n'est pas dans sa position qu'elle souhaite. Et du coup, elle va appliquer, quant à elle, une force qui souhaite la faire revenir en position normale. Et on avait vu que pour la cage thoracique, il y avait l'inverse qui était possible. Si elle était trop étirée, elle n'avait qu'une envie, c'est se raffaisser. Alors que le poumon, lui, quant à lui, n'a qu'une seule envie, toujours, quoi qu'il y ait, c'est de vouloir s'affaisser sur lui-même. Résultat, c'est bien la moyenne des deux qui nous donne le réel comportement de votre poumon, qui du coup, lorsque les différences de pression sont négatives, il aura envie de s'expandre, de se revenir un peu plus à la normale. Parce que le poumon en lui-même, comme il est écrasé, il est presque à sa position favorite, donc il applique plus grande force. Par contre, la paroi thoracique, elle dit non, je veux m'étendre, je veux me remettre dans ma position naturelle. Voilà un petit peu où on en était resté. Du coup, lorsqu'on applique cela sur les mouvements réels d'air que vous allez pouvoir créer avec vos poumons, c'est-à-dire les fameux volumes que l'on a vus ensemble hier, eh ben, on va pouvoir déduire quelles sont les forces passives qui sont appliquées, dans quel sens et pourquoi. Et donc, par exemple, on avait dit qu'au CRF, c'est-à-dire cette fameuse capacité résiduelle fonctionnelle, qui prend en compte le volume résiduel, ce fameux volume qu'on ne peut pas mobiliser, qui est minimal et nécessaire pour pas que le poumon s'affaisse sur lui-même, plus le volume de réserve expiratoire, eh ben on avait dit qu'on était à l'équilibre. Et maintenant, on comprend mieux pourquoi on est à l'équilibre, tout simplement parce qu'en fait, les deux forces passives, celle du poumon qui n'a qu'une envie, c'est de se rétracter, et celle de la cage thoracique qui n'a qu'une envie, c'est s'épandre, du coup, les deux vont s'annuler et faire que c'est bien au CRF qu'il n'y a aucune force qui s'y applique. Si par contre, on venait à la position d'expiration maximale, on a tout expulsé, plus d'air dans les poumons qu'on peut mobiliser, dans ce cas-là, la force des poumons en lui-même, qui veut s'affaisser, elle est toute petite, cette force passive. Pourquoi elle est toute petite? Parce que vous êtes déjà affaissé, donc très proche de sa position naturelle embryonnaire. Du coup, la force passive est très faible. À l'inverse, par contre, la force passive de la cage thoracique s'est démultipliée. Parce que si déjà de base, quand vous aviez 2,3 litres d'air dans les poumons, il voulait encore s'ouvrir, la cage thoracique, autant vous dire que quand il ne vous reste plus qu'1 litre, il a énormément envie de s'épandre, la cage thoracique. Du coup, la somme ici des deux forces passives, celle des poumons et celle de la cage thoracique, fait que qui gagne? La cage thoracique. Du coup, l'inspiration pour remonter à votre volume normal va se faire tout seul, sans l'aide de le moindre muscle, puisque c'est la cage thoracique qui va faire le boulot.
Si par contre, on va utiliser les muscles inspiratoires, du coup qu'on fait une énorme inspiration, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la force de la cage thoracique s'inverse carrément. On dépasse sa position normale au point que maintenant, il n'a plus envie de s'ouvrir, la cage thoracique, elle a envie de se raffaisser sur elle-même. On tire de trop sur les articulations des côtes. Et le poumon, quant à lui, il n'a qu'une envie, c'est de s'affaisser. Et là, on est très loin de l'affaissement puisqu'il y a 6 litres d'air dans les poumons, alors que lui, il n'a qu'une envie, c'est qu'il n'y en ait pas. Résultat, l'association des deux forces passives sont toutes les deux dans le même sens, à savoir dans le sens de ramener votre poumon en position beaucoup plus expirée. Résultat, l'association des deux forces passives, de la cage thoracique et des poumons, vont vous faire que l'expiration se fera sans l'utilisation des muscles. Donc cette diapositive est très importante pour comprendre l'influence des muscles, où est-ce qu'ils participent, les muscles, et à quoi on doit les mouvements de la cage thoracique et donc les déplacements d'air en termes de force passive, soit du poumon, soit de la cage thoracique, et pourquoi. Et c'est cette diapo-là exactement qui est tombée à l'examen l'année dernière, dans le sens où je vous ai mis, j'étais comme ça, voilà l'examen, et je vous demandais là-dessus de poser les forces passives qui s'y opposent. Donc comprenez bien cette logique de position de la cage thoracique et de volonté des poumons. Je le répète, volonté des poumons, qu'une envie, c'est comme à l'embryonnaire, collapser. Donc ils auront toujours envie d'aller vers le zéro d'air. À la cage thoracique, quant à elle, elle a une position optimale qui correspond au niveau des articulations, au niveau des côtes, et qui fait qu'au CRF, les deux forces passives s'annulent. Voilà. Du coup, on en arrive à la dernière notion, qui est cette notion de compliance. C'est un peu comme en neurophysio, cette fameuse notion de conductance, c'est un peu la même chose, c'est l'inverse de la résistance. La compliance, c'est quoi? C'est la facilité avec laquelle vous allez pouvoir mobiliser votre poumon. Et du coup, cette capacité à se déplacer, à mobiliser, à déformer votre poumon, c'est ça qu'on appelle la compliance. On l'avait appelé hier la distorsion, la distension. Et bien, la compliance correspond à la pente de la relation différence de pression par rapport à différence de volume. À savoir que plus je crée une différence de pression importante, plus je vais être capable de mobiliser beaucoup d'air. Moins il y aura de différence de pression, moins je pourrai mobiliser de l'air. Ça, on l'a bien compris. Eh bien, la courbe linéaire et la pente de la partie linéaire de cette relation, pression-volume, va vous déterminer la compliance. Autant vous dire que si vous vous mettez à faire de la fibrose au niveau du cou de vos alvéoles, vous allez modifier ici la pente de cette relation. Et vous aurez du coup besoin de beaucoup plus de pression pour être capable de déplacer un fort volume, puisqu'il va falloir distendre des protéines collagéniques qui sont très résistantes. Voilà un peu cette notion de compliance. Et dans cette notion de compliance, du coup, il y a un élément clé qui va y participer à son fonctionnement, qui est le surfactant. Et on l'a dit, le surfactant est la molécule, enfin la substance fabriquée par les pneumocytes de type 2 au niveau de leur corps lamellaire, ça c'est le cours d'hier, et qui va être considéré comme ce qu'on appelle un tensioactif. Alors qu'est-ce qu'un tensioactif? Tout simplement, lorsque vous prenez deux bulles avec un petit peu d'air à l'intérieur, qu'est-ce qui va se passer si on prend deux bulles avec un diamètre, enfin un rayon qui est 2 fois moindre? Qu'est-ce qui va se passer? C'est que pour la même quantité d'air, vous aurez du coup 2 fois plus de pression dans la petite que dans la grande, puisqu'il y a moins de place pour l'air. Et cette relation-là est exprimée par ce qu'on appelle la loi de Laplace, qui nous dit que la pression appliquée à l'intérieur d'une bulle correspond à 2 fois la tension superficielle de la bulle, qui a envie de s'éclater, divisé par le rayon de la bulle. Du coup, ici, on a un rayon de 2, un rayon de 1, donc on a bien une bulle 2 fois plus petite. On a une tension, c'est-à-dire une volonté que la bulle s'éclate, qui est la même, d'un facteur 3. Du coup, la pression, par calcul, est 2 fois plus importante dans la petite. Si maintenant vous mettez du surfactant, ce que l'on appelle du coup un agent tensioactif, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous allez du coup changer la volonté de s'affaisser.
la volonté à la bulle de s'éclater, du fait que vous la rendez un peu plus résistante. Donc le surfactant, il sert à ça. Résultat, dans ce même cas de figure, avec les mêmes bulles, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va du coup diminuer la tension, donc la volonté qu'ont les bulles de diminuer, de s'éclater, pardon. Mais comme on en a mis beaucoup plus dans la petite que dans la grande, résultat, à l'arrivée, vous êtes capable, pour une même quantité d'air, et c'est ça qui est dingue, pour une même quantité d'air, vous êtes capable du coup d'avoir une pression identique entre la petite et la grande. Grâce à qui? Grâce à quoi? Au surfactant, où vous allez modifier uniquement la volonté naturelle qu'a la bulle de s'éclater. Eh bien, les poumons, c'est exactement la même. Du coup, ils n'ont qu'une envie, c'est se collapser, et parce qu'il y a du surfactant, ça diminue cette envie. Ça diminue la volonté qu'a l'alvéole de s'associer, enfin de se coupler l'une à l'autre. Du coup, vous êtes capable de faire rentrer beaucoup plus d'air sans agir de trop sur la pression, grâce au surfactant. Sur surfactant, du coup, c'est ça l'agent tensioactif. Du coup, ce surfactant, il est constitué de quoi? Majoritairement de phospholipides et d'un petit peu de protéines très spécifiques. Et c'est justement les propriétés intrinsèques biochimiques de ces molécules qui vont assurer cette action tensioactive et de diminuer la volonté naturelle qu'a l'alvéole de s'affaisser sur elle-même. Voilà pour le cours d'hier. De manière à terminer, j'avais pris un peu de retard, je m'en excuse. Passons du coup au programme d'aujourd'hui, qui est du coup sur la diffusion des gaz, c'est-à-dire la capacité que vont avoir les gaz à passer de l'air au liquide, c'est-à-dire du coup de passer de l'alvéole dans le sang, puisque notre objectif est d'assurer le maintien de la vie et donc d'assurer la bonne oxygénation et la bonne détoxification de vos cellules. Résultat, on se situe où maintenant? On a vu l'aspect voie aérienne, poumons, alvéoles, comment l'air arrive à y rentrer, pourquoi. Maintenant, une fois que l'air est là, qu'est-ce qui se passe? Comment ça marche? Comment ça marche? Ça va s'appuyer sur ce que l'on appelle la diffusion. Donc ceux qui font de la physique et en ont fait, vous l'avez vu ou vous le verrez si vous continuez dans cette voie-là. Et notamment, on va s'intéresser à une loi particulière que l'on appelle la loi de Fick, qu'il faudra bien comprendre et bien connaître. Vous verrez, ce n'est pas très compliqué. On va ensuite essayer de comprendre du coup comment se fait le transfert de l'oxygène du CO2 pour ensuite s'appuyer sur, une fois qu'il est dans le sang, comment il va être transporté et comment il va pouvoir être adressé aux cellules. Du coup, dans la première voie, qu'est-ce que l'on voit? On le voit qu'au niveau de la petite circulation, comme on l'a dit, on va avoir du coup des échanges gazeux qui vont être effectués au niveau des poumons, mais dont la capacité d'échange va être proportionnelle ou on va dire dépendante, fonction des conditions. Et quelles sont ces conditions qui vont agir sur la capacité que va avoir le gaz à traverser? La première, ça va être la température. La température va grandement agir sur, ce que vous le savez, la mobilité des molécules, l'envie qu'elles ont de se déplacer, l'énergie résiduelle. Du coup, plus la température est élevée, plus du coup la capacité à diffuser va être importante, puisque la molécule sera mobile. Vous avez l'exercice physique qui va jouer un grand rôle là-dedans. Pourquoi? Vous allez le voir, parce que ça va moduler la vitesse de circulation du sang. Et du coup, plus le sang va passer vite dans les alvéoles, moins il aura le temps de récupérer de l'oxygène et de libérer du CO2. C'est vraiment une question purement physique de temps. Du coup, la qualité des vaisseaux et leur diamètre va grandement jouer. On l'a vu aussi hier, les capillaires qui passent sur les bronches peuvent rien faire parce qu'elles sont trop loin des cellules qui les concernent. Du coup, il ne peut pas y avoir d'échange, il y a beaucoup trop d'épaisseur. Du coup, le type de vaisseau et la qualité du vaisseau va complètement déterminer la facilité ou non que va avoir le gaz de traverser. Résultat, le temps d'échange est un des critères clés dans la capacité que va avoir le poumon de pouvoir faire des échanges. Et c'est pour ça, finalement, si on veut aller un tout petit peu plus loin dans le cours, et notamment sur ce qui va se passer la semaine dernière, c'est que pourquoi on diminue la taille des vaisseaux? Ce n'est pas exclusivement pour faciliter, on va dire, que les molécules soient plus proches les unes des autres, que le sang soit plus proche des cellules, parce que ce n'est pas vraiment la diamètre du capillaire qui va y agir.
Non, c'est pour diminuer la vitesse de déplacement, ce que l'on appelle le débit sanguin. Et en effet, sur un tout petit tuyau, il n'y a pas beaucoup de sang par unité de temps qui peut passer par rapport à un énorme tuyau. Du coup, on l'avait vu hier un tout petit peu avec les voies aériennes, cette fameuse résistance des voies aériennes. Parce que je suis tout petit, j'empêche les molécules de se déplacer. Et bien là, c'est le même principe. Du coup, c'est parce que le sang passe tout doucement dans des tout petits tuyaux que vous laissez le temps nécessaire aux diffusions et au passage du coup des gaz. Résultat, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va devoir jouer avec les différences de pression. Puisque, on l'a dit, une molécule ne peut se déplacer que s'il y a une différence de pression, une différence de quantité, de concentration. On l'avait vu en neurophysio, les fameux gradients chimiques. Du coup, lorsque l'on regarde la pression alvéolaire d'oxygène que l'on va avoir du coup, dans l'alvéole, va être environ de 100 mm de mercure. Alors que l'air qu'on va inspirer va être de 150 à 160 mm de mercure. C'est ce qu'on avait fait le calcul de la pression partielle de l'oxygène. Pourquoi cette différence? Tout simplement parce que dans l'alvéole, il y a beaucoup plus de CO2 que dans l'air ambiant, puisque vous êtes en train d'échanger. Et donc le CO2, il prend plus de place. Du coup, il y a moins de place pour l'oxygène, d'où la notion de pression partielle. C'est aussi simple que ça. Par contre, au niveau du coup de la pression artérielle de l'oxygène, on atteint quasiment les 100 mm de mercure, on est à peu près à 95 mm de mercure, quand tout se passe très très bien, c'est-à-dire quand vous avez un échange quasi parfait. L'échange parfait serait qu'il y a, vous le savez, une égalité des pressions. En vrai, ça n'existe pas. Jamais vos artères ne seront à plus de 100 mm de mercure d'oxygène. Pourquoi? Tout simplement parce que l'échange entre les capillaires et les alvéoles n'est pas effectif sur tous les capillaires et sur toutes les alvéoles. Du coup, il y a certaines circulations sanguines qui n'auront pas pu rentrer en contact avec l'alvéole, soit parce que la bronchiole était verrouillée, vous vous souvenez, les muscles lisses. Du coup, comme vous avez verrouillé un lobule, eh ben, toutes les circulations sanguines qui passent dans ce lobule qui a été verrouillé ne reçoivent pas d'oxygène. Du coup, il va ensuite se retrouver dans les artères, mais se mélanger avec le sang qui, lui, a été oxygéné. Du coup, vous avez ici ce que l'on appelle le shunt ou l'effet shunt, à savoir un mélange entre un sang qui n'est pas oxygéné, qui vient des veines, et un sang artériel qui a été parfaitement oxygéné au niveau des poumons. Et vous avez toujours un mélange qui se fait. L'un des premiers mélanges que vous allez avoir, c'est tout simplement que les poumons en eux-mêmes, déjà, consomment pour leur bon fonctionnement de l'oxygène. Donc à la sortie des poumons, vous avez déjà bouffé une partie de l'oxygène juste par rapport au bon fonctionnement de vos poumons. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il y a certaines artères, justement au niveau pulmonaire cardiaque, qui shuntent la circulation et qui ne passent pas directement par les poumons, du coup qui ne sera pas oxygéné et du coup va diminuer un petit peu cette pression partielle d'oxygène au niveau artériel. Donc ça, c'est vraiment une notion très importante, le shunt, où finalement le sang artériel, c'est un mélange d'un sang qui a bien été en contact de bons capillaires, qui avait plein d'oxygène, et d'un sang qui n'a pas subi l'oxygénation. Et du coup, soit pour des problèmes alvéolaires, soit naturellement parce que les poumons l'utilisent, il y a plein de raisons à cela. Résultat, nous, on va s'intéresser à cette diffusion et à comment on passe de 40 mm de mercure d'oxygène dans les veines à plus de 95 mm de mercure pour essayer de s'égaliser à 100. Voilà l'objet du cours d'aujourd'hui. Du coup, pour cela, il faut s'appuyer sur le premier cours, à savoir la ventilation alvéolaire. Comment je fais physiquement et mécaniquement pour amener de l'air dans les alvéoles. Puisque si vous n'amenez pas d'air dans les alvéoles, vous allez appauvrir les alvéoles en oxygène et les charger en CO2. Du coup, vous ne serez plus capable de rééquilibrer les pressions comme il se doit.
Ça, c'est un premier point. Deuxième point, là, qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est la capacité que vont avoir ces molécules à traverser la barrière, à traverser le passage alvéole-sang. Ensuite, on va parler de la perfusion pulmonaire, c'est-à-dire la capacité qu'ont les poumons à récupérer le sang. Et on va voir que du fait de la gravité, donc d'Archimède, donc ça date, eh ben, le haut des poumons n'a pas la même quantité de sang que le bas des poumons. Résultat, le sang qui y aura en haut ne sera pas oxygéné de la même manière que le sang qui sera en bas des poumons. Et du coup, vous n'aurez pas la même capacité à respirer et à échanger les gaz si je suis debout, si je suis allongé. Puisque du coup, vous allez changer la répartition du sang sur la surface de votre poumon. Et comme je vous l'ai dit, à l'arrivée, c'est un mélange de tous les sangs, du coup, un mélange de l'oxygénation. Pour finir justement sur la notion la plus importante à comprendre, mais qui n'est pas simple, qui est ce qu'on appelle le rapport ventilation-perfusion, c'est-à-dire quantité de sang par rapport à la quantité d'air. Eh bien, elle est quasi jamais homogène sur le poumon, elle est à peu près dans la partie médiane des poumons. En bas, il y a beaucoup trop de sang par rapport à l'oxygène. En haut, il y a beaucoup trop d'oxygène par rapport au sang, et on va le voir tout à l'heure. Du coup, les échanges alvéolo-capillaires, ils concernent quoi? Les gaz, tous les gaz qu'on connaît, même du coup des toxiques, tels que le CO2, tels que du coup l'alcool, etc. C'est pour ça que les éthylotests fonctionnent très bien, puisque du coup l'alcool est capable de traverser cette barrière, de traverser ces cellules pneumocytes de type 1 et cellules endothéliales des capillaires. Mais il y a aussi des échanges non gazeux qui se font, et notamment des échanges de cellules avec certaines cellules immunitaires qui sont capables de traverser cette barrière pour venir nettoyer l'intérieur de vos alvéoles blindés de goudron, par exemple, ou du coup certains liquides, et ça du coup c'est lorsque vous avez une accumulation de liquide à l'intérieur des alvéoles et qui peut passer de l'intérieur du sang, enfin de la circulation sanguine vers les alvéoles, et ça c'est ce qu'on appelle donc des œdèmes. Les œdèmes pulmonaires, c'est un excès d'eau à l'intérieur des alvéoles. Et d'où ça vient? Quasi systématiquement d'un problème cardiaque. Et en fait, c'est assez rigolo parce que vous le savez peut-être, ça dépend je ne sais plus le contenu de tous vos cours, mais que les cellules endothéliales des vaisseaux ne sont pas parfaitement toutes jointes. Il y a des petites zones, on va dire, d'espace libre entre les cellules endothéliales. Du coup, tant que le sang circule très vite, eh ben, il n'arrive pas à sortir par les petits trous entre les cellules endothéliales. Si par contre vous avez un problème cardiaque, le cœur ralentit, le sang s'écoule tout doucement, et bien là vous avez des fuites. Et les fuites vont aller où? Dans les capillaires, dans les alvéoles, ce qui va du coup modifier la capacité des gaz à traverser. Et bien sûr, certaines particules, telles que des nanoparticules de carbone, qui du fait de leur taille sont capables de traverser les membranes. Ça c'est plus intéressant pour nous d'un point de vue médical, puisque par exemple on pourrait imaginer d'essayer de traiter certaines maladies par des nanoparticules qu'on va inhaler. Et du coup qui va rentrer dans le sang et aller après diffuser dans les tissus. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que la paroi alvéolo-capillaire, la fameuse PAC? Cette PAC, elle est visualisée ici. Vous avez une alvéole, vous avez ici le sang avec la cellule endothéliale et ici un globule rouge. Du coup, qu'est-ce que les gaz vont devoir traverser? Cette petite chevauchement, cette petite accolation de membrane entre la cellule pneumocyte de type 1 et la cellule endothéliale, où à chaque fois, du coup, vous avez des couches de membrane lipidique et une petite matrice extracellulaire. Du coup, l'épaisseur de cette paroi, de cette PAC, est d'environ 0,5 micromètres. Donc on est vraiment sur des toutes petites distances qui permettent du coup de les échanges au mieux entre l'alvéole et le globule rouge. Là-dessus, il faut que vous rajoutiez du coup le surfactant qui va se trouver du coup du côté alvéolaire, cette petite surface de mucus essentielle pour empêcher l'alvéole de se collapser. Vous aurez la membrane du pneumocyte, le milieu interstitiel qui correspond à une matrice extracellulaire et un petit peu de liquide, plus la membrane de la cellule endothéliale pour arriver enfin au plasma. Et on verra à la fin de ce cours, normalement, peut-être qu'on débordera un tout petit peu, j'espère pas,
On verra ensuite comment justement le gaz passe du plasma à l'érythrocyte, donc aux globules rouges. On va retrouver dans cette même structure anatomique des fibroblastes qui vont être responsables justement de la fabrication de ces matrices extracellulaires et du maintien des structures. Il ne faut pas que le capillaire éclate, il ne faut pas que les alvéoles cassent, sinon il n'y a plus de diffusion possible. Et c'est l'ensemble du coup de ces cellules et de ces structures qui vont assurer le bon fonctionnement. Résultat, au niveau ici de la représentation schématique de cette PAC, qu'est-ce que l'on a ? On va avoir une diffusion du gaz qui va traverser ces parois qui vont être fonction des caractéristiques intrinsèques de la membrane, mais aussi, et ça c'est très important, on va le détailler juste après. Là je vous donne les points clés qu'il faudra retenir et après on va détailler chaque point clé. Donc d'abord c'est la propriété intrinsèque de la membrane, sa composition, son épaisseur, etc. La caractéristique du gaz, c'est-à-dire que la forme biochimique et chimique de la molécule change sa capacité à traverser. On le sait, suivant si elles sont chargées, pas chargées, de grosse taille, de petite taille. On va avoir, ça vous l'aurez compris, le gradient de pression qui est essentiel puisqu'il n'y a que ça qui va faire bouger vos molécules. Et enfin, le point qu'on a vu tout à l'heure qui est le temps de contact. Combien de temps vous laissez au gaz de pouvoir diffuser à travers la membrane ? Et l'ensemble de ces paramètres, l'ensemble de ces structures sont toutes associées dans une loi, dans une fonction mathématique que l'on appelle la loi de Fick, qui va caractériser la capacité à traverser la membrane, les membranes plasmiques et à aller dans un liquide. Du coup, qu'est-ce que la loi de Fick ? On va y aller étape par étape. Tout d'abord, il faut connaître la capacité intrinsèque d'un gaz à rentrer dans un liquide. Et cette capacité naturelle que va avoir un gaz à rentrer dans un liquide, c'est ce que l'on appelle la constante de diffusion. Notez grand D. Cette constante de diffusion grand D va dépendre de la solubilité du gaz dans l'eau, qui va être déterminée par la loi de Henry. C'est juste pour vous, je n'ai pas besoin pour cette année, mais c'est important que vous le gardiez en tête. Et qui va être inversement proportionnel à la racine carrée du poids moléculaire. Donc le poids moléculaire de votre molécule, de votre gaz, va déterminer sa capacité à traverser les membranes et du coup à aller à l'intérieur de votre plasma, donc de votre liquide. Et alors si on regarde la constante de diffusion, cette fameuse D, là, grand D, cette capacité à traverser et à rentrer dans un liquide, elle est 20 fois supérieure pour le CO2 que pour l'oxygène. Ça veut dire que le CO2 a beaucoup plus de facilité à s'insinuer, à rentrer dans un liquide que de l'oxygène. Et là, on parle juste d'une propriété naturelle, intrinsèque, qui vient de son poids moléculaire et de sa solubilité. Point barre, d'accord ? C'est-à-dire que là, on n'a même pas encore parlé de comment est votre poumon, de comment est le surfactant, de comment est la membrane. Là, on parle que de la molécule toute seule. Du coup, la constante, elle est bien exprimée par cette relation, solubilité de la molécule divisée par la racine carrée du poids moléculaire de votre gaz. Voilà la première information à bien garder et à bien comprendre. Du coup, si je prends par exemple un liquide qui n'a pas d'oxygène à l'intérieur, aucune pression partielle en oxygène, et que vous mettez en contact avec un gaz, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez du coup avoir diffusion de l'oxygène dans le liquide. Pourquoi ? Parce qu'il y a un gradient de concentration qui est énorme, puisque là, il est d'un facteur 100. Comment cette molécule va rentrer ? Elle va rentrer, en fonction de son poids moléculaire et de sa solubilité, donc la constante de diffusion qu'on vient de voir, le grand D. Et là, comme l'oxygène a un D, donc une capacité de diffusion qui est toute petite par rapport au CO2, vous allez égaliser les pressions pour une très faible quantité d'oxygène qui va se dissoudre dans l'eau. Si par contre je compare ça à un CO2, parce qu'il est capable de diffuser beaucoup plus facilement, du fait de sa constante de diffusion, vous allez égaliser les pressions de CO2 entre l'air et le liquide en utilisant beaucoup plus de molécules.
Résultat, le premier point, c'est que le déplacement va complètement être déterminé par le gradient, par le sens des différences de concentration, que la quantité de molécules que vous allez retrouver dans votre liquide va être dépendante de sa capacité à y rentrer dans ce liquide et du coup à égaliser les pressions de part et d'autre. Et enfin, si j'associe ça à la loi de Boyle qu'on a vue, on sait que la température va moduler quoi? La pression. Et que du coup, vous allez changer la capacité à faire des diffusions en modifiant la température. Du coup, à 4 degrés, vous n'aurez pas la même quantité d'oxygène dans l'eau en termes de nombre de molécules qu'à 37 ou à 50 ou à 60 degrés. Donc là, c'est très important de faire le lien entre toutes ces idées. Résultat, qu'est-ce que la loi de Fick, in fine? C'est les propriétés intrinsèques des molécules à rentrer dans de l'eau, c'est ce qu'on vient de voir là juste avant, constante de diffusion, plus les propriétés intrinsèques des packs de la paroi alvéolo-capillaire. Et là, qu'est-ce qu'on a? Tout d'abord, un point clé qui est la surface d'échange. Quelle est la quantité d'espace que l'air peut utiliser pour se transférer, pour diffuser à l'intérieur d'un liquide? Et elle est énorme. Donnez-moi un chiffre d'une surface de contact alvéolo-capillaire de vos poumons. Donnez-moi un chiffre de la surface de contact alvéolo-capillaire de vos poumons. Combien? 5 mètres? Qui dit mieux? Combien? 40 mètres carrés? 42? Très bien. Qui dit mieux? On fait les enchères. Ça peut aller jusqu'à 100 mètres carrés. Du coup, là, le S prend une toute autre dimension. Pourquoi je dis que ça peut aller? Parce que vous verrez, au niveau de la relation perfusion-diffusion, que l'on n'a pas l'utilisation, enfin, on n'utilise pas toute la surface du poumon tout le temps. Mais à l'exercice physique, oui. Donc, c'est pour ça qu'on verra. Ok, dans la surface peut aller jusqu'à 100 mètres carrés d'échange capillaire alvéolaire. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a l'épaisseur. Bah oui, plus c'est gros, plus il est difficile de traverser. Résultat, l'épaisseur rentre en ligne de compte dans la formule de Fick, dans la formule du coup de diffusion. Vous avez la différence de pression essentielle entre la pression qui est dans l'alvéole et la pression du même gaz qui est dans l'eau, dans le liquide. Ensuite, il y a le temps de contact déterminé par dt. Et enfin, la constante, c'est-à-dire la capacité naturelle qu'a la molécule à rentrer dans l'eau. Résultat, comment on exprime le débit d'un gaz, c'est-à-dire la quantité de molécules de gaz par unité de temps qui peut traverser? Vous voyez, des millilitres par minute et par pression. Donc ce débit de gaz est exprimé par quoi? Par la surface de contact divisé par l'épaisseur à traverser, et le tout multiplié par la capacité naturelle de rentrer dans un liquide, multiplié par la différence de pression. Voilà la loi de Fick à connaître par cœur, mais qui n'est pas très compliquée, qui est ma molécule, est-ce qu'elle rentre naturellement dans l'eau facilement ou pas? C'est le D. Est-ce qu'elle peut rentrer en contact avec de l'eau? C'est la surface. Est-ce que l'eau est très loin de moi? C'est l'épaisseur. Et est-ce que j'ai beaucoup envie d'y aller? C'est les différences de pression. Donc c'est envie d'y aller, capacité à y aller, distance à parcourir pour y arriver, et quantité d'espace que je peux utiliser pour y arriver. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Du coup, on peut l'exprimer si on fait ce que l'on appelle la capacité de transfert, mais c'est juste une modification de la formule, une simplification de la formule, où on va associer l'épaisseur, la surface et la capacité naturelle d'une molécule à diffuser dans un liquide par cette fameuse DL qui correspond à la capacité de transfert. Ce n'est pas très important, moi je préfère celle-là pour l'instant, parce que je préfère que vous compreniez pourquoi le gaz traverse et comment il traverse. Du coup, dans des conditions normales, qu'est-ce qui se passe? On va avoir, vous voyez, une surface d'échange entre l'alvéole et le capillaire, avec en entrée
de capillaire, très peu d'oxygène, 40 mm de mercure, et en sortie, beaucoup d'oxygène normalement, et là vous avez vu, on égalise parfaitement. Ça veut dire que quand il y a diffusion et que tout va bien, il y a équilibre des pressions dans l'eau et dans l'alvéole. Pourquoi du coup, à la fin, on n'a que 95 mm de mercure dans les artères? Je vous l'ai dit tout à l'heure, un mélange d'un sang oxygéné et d'un sang non oxygéné. Mais quand il s'oxygène, ça s'équilibre. Et ça s'équilibre quand vous lui donnez le temps. Et donc, si on y associe la notion temporelle, c'est-à-dire qu'on mesure combien de temps met le sang à équilibrer les pressions, on se rend compte qu'en fait, au repos, le sang circule à une vitesse qui permet aux globules rouges d'être en contact avec l'alvéole pendant moins d'une seconde, systématiquement. Et ça, c'est vrai pour à peu près tout le monde. Et bien, dans ces 0,75 secondes de contact, de temps de contact, vous n'en avez besoin que de 0,25 pour échanger. Ça veut dire que vous mettez un tiers du temps pour équilibrer les pressions entre l'alvéole et le sang. Mais ça, c'est au repos. Si par contre, vous posez des problèmes dans la diffusion, comment on peut poser des problèmes? Premier problème, en diminuant la surface de contact. C'est-à-dire que là, la surface de contact est beaucoup plus petite. Du coup, si c'est beaucoup plus petit, ça va agir sur quel paramètre physique d'après vous? Si la surface de contact est beaucoup plus réduite. Par exemple, j'utilise qu'un tiers là, du capillaire. Qu'est-ce que ça me donne comme modification physique? Pas le débit, parce que le débit, ça va venir du cœur et du diamètre. Ça, tu n'y touches pas. Au diamètre de ton capillaire, à la vitesse du sang, pour l'instant, on n'y touche pas. Tu te dis juste qu'au lieu que le capillaire fasse tout ça et l'alvéole fasse tout ça, il en fait qu'un petit tiers. Ça va agir sur quoi du coup, le temps de contact. Puisque tu as une surface beaucoup plus réduite de contact, combien de temps tu vas être en contact avec ton gaz? Beaucoup, beaucoup moins. Donc, qu'est-ce que la surface va agir comme, sur quel paramètre physique ça va agir, la surface? Elle va agir sur le temps de contact entre le sang et l'air. Ensuite, il y a l'épaisseur à traverser, d'après la loi de Fick. Elle me dit que si l'épaisseur est très importante, elle divise ma surface, donc elle divise ma capacité de diffusion. Et du coup, ce paramètre clé, le temps de contact. Et donc, on voit comment la surface agit sur le temps de contact. Résultat, dans des cas particuliers, j'ai un poumon normal avec du coup ici les globules rouges et du coup avec ici une paroi, là, une plaque qui est très très réduite. Si par contre j'ai une fibrose pulmonaire, on regardait la différence d'épaisseur de la paroi alvéolo-capillaire avec celle-là. Vous avez un élargissement par accumulation du collagène dans l'espace intermembranaire entre le capillaire et l'alvéole, qui fait que du coup, cette accumulation de collagène et donc aussi de liquide dans l'interstitium va du coup complètement modifier l'épaisseur, donc la capacité à traverser. Si par contre vous avez un œdème pulmonaire, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cardiogénique, c'est-à-dire parce que le sang circule moins vite, du coup il sort du capillaire et il va dans l'alvéole, vous allez du coup avoir un épaississement très important de la paroi, et là encore, une diminution du pouvoir de diffusion. Résultat, vous fumez, pas de souci. Vous avez des problèmes cardiaques, pas trop de soucis, tant que vous ne faites rien. Pourquoi? Parce que tant que vous ne faites rien, vous avez un temps de contact de 0,75 secondes. Or, naturellement, vous avez besoin que de 0,25 pour assurer un bon équilibre. Eh bien, si c'est plus épais, ça va être plus long. S'il y a un œdème, ça va être plus long. Mais si vous avez 0,75 secondes, vous y arriverez peut-être. Par contre,
le jour où vous allez vous mettre à courir, là, vous allez avoir un souci. Et on va le voir. Pourquoi on va avoir un souci? Tout simplement parce que le débit de sang, c'est-à-dire la vitesse de circulation des globules rouges à l'intérieur des capillaires, va augmenter. Résultat, vous allez changer le temps de contact. Vous ne serez plus à 0,75, vous allez le voir, mais à 0,25. Résultat, voici deux cas. Le cas normal qu'on a vu tout à l'heure, je mets 0,25 secondes à m'équilibrer à 100 mm de mercure, et un cas avec une très forte anomalie de diffusion. Ça veut dire que là, vous n'avez même pas réussi à équilibrer les pressions au bout de 0,75 secondes. Dans un cas, on va dire anormal, je fume ou j'ai quelques problèmes cardiaques, vous ne le voyez pas au repos parce que vous mettez 0,75 secondes pour équilibrer. Mais vous équilibrez. Donc vous oxygénez votre sang, donc vos cellules ont de l'oxygène, donc tout roule. Si par contre je mets de l'exercice physique, le temps de transit est limité à 0,25. Du coup, vous devez dire que mon temps de diffusion s'arrête là. Quand je suis normal parce que je n'ai pas des problèmes d'épaisseur, je n'ai pas de problème de fibrose, je n'ai pas de problème d'œdème, eh ben, vous ne voyez pas la différence, tout va bien, vous pouvez faire du sport. Si par contre vous avez des problèmes de diffusion, vous allez aggraver la diminution de quantité d'oxygène dans le sang, alors que vous ne vous en rendiez pas compte quand vous étiez au repos. Voilà quelles sont les propriétés de captation de l'oxygène que vous avez au niveau des poumons. Résultat, chez un sujet à l'exercice physique, vous allez augmenter le débit sanguin au niveau des poumons, mais aussi du reste du corps, ce qui va du coup diminuer d'un facteur 3 le temps de contact, ce qui du coup va diminuer le temps d'échange donné à l'oxygène pour rentrer au niveau du sang. Résultat, la quantité d'oxygène qui va être transférée à l'alvéole dépend aussi du débit sanguin, pas que de l'alvéole en elle-même ou de la pression. Le transfert de l'oxygène peut donc être limité par le phénomène de perfusion sanguine. Donc c'est parce que la qualité de circulation du sang change que vous changez votre oxygénation, alors que vos poumons vont bien. Voilà un peu tout ce qui peut participer au mauvais ou au bon fonctionnement du système. Si je prends maintenant le CO2, sa capacité qu'il a à fuir le sang et à se retrouver dans le capillaire. On est dans la même situation, 0,75 secondes pour y arriver, et là, regardez, on ne passe que de 45 mm de mercure quand votre sang revient des tissus, à 40 mm de mercure quand vous avez fait les échanges. Du coup, vous avez eu à faire diffuser que 5 mm de mercure, et vous prenez là aussi globalement 0,25 à peu près, 0,30 secondes pour réussir à faire cette différence. Comment ça se fait? D'après vous, que vous avez besoin de 0,25 secondes pour passer de 40 à 100 mm de mercure pour l'oxygène, et que finalement, vous mettez le même temps quasiment pour le CO2, alors qu'il n'y a que 5 pauvres petits millimètres de mercure à transférer. Quel est le paramètre qui se cache derrière pour expliquer ça? Pas la diffusion, parce qu'au contraire, ce qu'on a vu, c'est que le CO2, il a encore plus envie de diffuser que l'oxygène. Du coup, c'est quoi qui fait la différence? Comment ça se fait qu'on a besoin du même temps pour faire mobiliser 60 mm de mercure d'oxygène, alors qu'on a besoin de mobiliser que 5 mm de mercure de CO2? Le gradient de concentration, la force qui fait bouger vos molécules. Et les différences de pression sont toutes petites. Du coup, parce que les différences de pression sont toutes petites, la force chimique qui veut faire déplacer le CO2 est toute petite. Du coup, oui, le CO2 naturellement diffuse mieux. Oui, vous avez beaucoup de temps qui vous est donné, mais vous n'y arrivez quand même pas mieux parce qu'il n'y a pas de force qui vous fait bouger. Alors que l'oxygène, lui, il avait un delta énorme puisqu'il avait 60 mm de mercure de delta. Donc, avec tout ça, je veux juste que vous compreniez quels sont tous les paramètres physio clés qui assurent une bonne oxygénation.
Du coup, le transfert du CO2 dans des capillaires va être dû uniquement à ces 5 pauvres petits millimètres de mercure de différence, donc de force chimique. Et du coup, même si le coefficient de diffusion est 20 fois plus grand pour le CO2 que pour l'oxygène, à l'arrivée, c'est le paramètre de différence de pression qui compte le plus dans ce cas-là. Du coup, la PCO2 du sang capillaire devient presque égale à celle de l'alvéole, comme pour l'oxygène, à 1/3 du temps de transit normal. Pour rappel, l'année dernière, j'ai mis à l'examen ça. J'ai mis cette diapo-là et je vous ai demandé de causer, de me raconter votre vie. Et il n'y en avait pas beaucoup qui avaient de vie apparemment. Pourtant, c'est vraiment pas très très compliqué. Ok. Rapport, ventilation, perfusion. Jusque-là, c'était finger in the nose. Il y a des choses à apprendre, c'est normal, vous êtes en L2, mais c'était facile à comprendre. Là, ça devient un peu plus compliqué. Ventilation, perfusion. Dans un poumon idéal, on nous dit que la PO2, donc la pression alvéolaire de l'oxygène, doit être égale à la pression artérielle en oxygène et que la pression alvéolaire de CO2 doit être égale à la pression artérielle de CO2. Ça, c'est dans un monde idéal où tout s'équilibre. Mais dans un vrai poumon, à l'arrivée, à la sortie du poumon, vous avez toujours une pression artérielle qui est plus petite que la pression alvéolaire pour l'oxygène, alors que ce n'est pas le cas pour le CO2. Pourquoi ? Tout simplement à cause de cette fameuse notion de shunt, donc de cette notion d'un mélange d'un sang riche en oxygène avec une faible quantité de sang pauvre en oxygène. C'est la première explication. Deuxième explication de cette différence, c'est l'inégalité des rapports ventilation-perfusion. C'est-à-dire vous n'avez pas toujours la bonne quantité d'air qui va avec la bonne quantité de sang. Soit il y a trop de sang, pas assez d'air, du coup vous ne remplissez pas votre sang d'air, soit vous avez trop, enfin dans l'autre sens quoi, je ne sais plus dans quel sens je l'ai dit, donc je vous dis, hein, c'est dans un sens, dans un autre, dans les deux cas c'est pas terrible. Résultat, à l'arrivée, le mélange de tous ces sangs, qu'il soit très riche ou très pauvre, va vous donner un léger déséquilibre systématique entre les deux. Regardez cette expérience, cette logique. Là, on est dans une condition classique. On va se dire que c'est un lobule, mais ce n'est pas vrai, c'est juste 2 alvéoles, avec 2 capillaires qui proviennent au départ d'une même artériole. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer ? Vous voyez qu'il y a la même quantité de sang de part et d'autre, il y a la même quantité d'air dans les 2 alvéoles, donc il y a la même diffusion. Même vitesse, même épaisseur, tout va bien. Du coup, le mélange final du sang est presque parfait, on est à l'équilibre. Si par contre, il y a une alvéole qui est moins alimentée en air, du coup, vous avez toujours le même débit de sang, vous avez toujours le même volume de sang, mais il ne peut y avoir beaucoup d'échanges que dans l'alvéole qui a de l'air, alors que l'alvéole qui n'arrive pas à beaucoup échanger d'air va se charger en CO2 et s'appauvrir en oxygène. Du coup, le résultat final, où vous allez vous réassocier les 2 capillaires, va faire un mélange appauvri en oxygène, uniquement parce qu'il y a une alvéole qui est moins alimentée en air. Et que du coup, vous n'êtes pas capable de renouveler cet air. Résultat, dans ces cas-là, vous avez ce que l'on appelle des adaptations locales. Est-ce que vous connaissez une molécule qui est capable de vasodilater, ou du coup, quand elles n'y sont pas, de vasoconstrire de manière locale les vaisseaux ? Pardon ? Alors la vasopressine, mais là c'est une hormone qui va être libérée, c'est un peu moins local, d'accord ? Enfin ça peut être local, mais c'est un peu moins local, c'est un peu plus circulation. Là c'est vraiment local. Le NO. Le NO est une molécule locale, libérée justement par les cellules endothéliales et les cellules des tissus, et qui va moduler le débit. Et donc là, c'est pas bon pour vous. Pourquoi ? Parce que vous allez envoyer à vos muscles, à vos estomacs, à vos intestins, etc., un liquide, un sang qui est pauvre en oxygène, à cause de ce sang-là qui n'est pas oxygéné.
Qu'est-ce qui se passe donc? Vous avez une vasoconstriction. Diminution de la quantité de sang qui passe au niveau de l'alvéole qui n'a pas beaucoup d'air. Vous avez ici équilibré le rapport ventilation-perfusion. Voilà la logique du rapport ventilation-perfusion. Il vous faut autant de sang qu'il n'y a d'air. Si ce n'est pas le cas, il faut agir sur l'un ou il faut agir sur l'autre. Résultat, c'est ce qui s'est passé ici. Vous avez une adaptation locale qui dit « Ok, parce qu'ici on n'arrive pas à charger le sang, on diminue le débit sanguin ici, vasoconstriction, et là, de nouveau, vous arrivez à réoxygéner à peu près correctement le sang. Et donc, vous enrichissez au final votre sang. Alors que là, tout se passe bien comme d'habitude. Voilà la notion de rapport ventilation-perfusion. Du coup, voici à quoi ressemble, d'un point de vue alvéolaire, votre poumon. À quoi il ressemble? En fait, on voit, vous devez en fait voir apparaître là 2 paramètres. Le premier paramètre, c'est la taille de vos alvéoles. Et le deuxième paramètre, c'est la couleur des alvéoles qui correspond en fait à la quantité de sang. Quand on est debout, voilà à quoi ressemble votre poumon. Il a des alvéoles en partie haute, supérieure, qui sont très distendues, qui sont très ouvertes. Pourquoi? Tout simplement parce que l'air, il monte. Du coup, quand l'air il arrive dans vos poumons, eh ben, il a plus envie d'aller vers les alvéoles du haut que d'aller vers les alvéoles du bas. Parce que l'air, le gaz monte. En plus, vous l'avez réchauffé, c'était le but des voies aériennes, c'est ce qu'on a vu hier. A l'inverse, le sang, lui, il tombe sous la gravité parce qu'il est lourd. Du coup, vous avez plein de sang à la base des poumons et très très peu à la surface. Résultat, on a tout faux. D'après ma diapo d'avant, on a tout faux. Parce que là où on a le plus de sang, c'est là où on a le moins d'air. Et là où on a le plus d'air, c'est là où on a le moins de sang. Du coup, vous avez une inégalité dans votre rapport ventilation-perfusion. Quand est-ce que vous augmentez cette égalité, d'après vous? Quand est-ce que vous améliorez ce rapport? Allongé, par exemple? Oui, mais là, en fait, tu vas légèrement modifier ta structure. C'est-à-dire que si vous couchez votre poumon, là, où va aller l'air? Plutôt dans cette partie-là, donc vous allez distendre ces alvéoles-là, mais ces alvéoles-là qui sont couchées vont moins se distendre, et le sang va tomber aussi. Donc vous allez retrouver un peu le même schéma, mais pas tout à fait réparti de la même manière. Quel est le moment où vous allez améliorer le rapport perfusion-ventilation sur toute l'épaisseur, sur toute la hauteur, de votre poumon? Exactement. Pourquoi avec l'exercice physique? Parce que, vous allez augmenter de manière très importante la quantité d'air qui va rentrer dans vos poumons. Vous respirez beaucoup plus fort avec les volumes de réserve expiratoires et inspiratoires. Du coup, ces alvéoles-là, vous allez les grossir, vous allez les charger en oxygène. Donc, vous rééquilibrez un petit peu le rapport. Deuxièmement, le cœur se met à battre à fond. Vous vous mettez à faire une vasodilatation énorme. Du coup, vous allez commencer à charger le haut de votre poumon en sang parce que le sang a plus de force. Du coup, grâce à l'exercice physique, vous homogénéisez un petit peu plus le rapport perfusion-ventilation. Du coup, il n'y a qu'au repos la partie centrale qui est parfaitement équilibrée et qui va vous assurer une parfaite perfusion, une parfaite diffusion des gaz. Résultat, la ventilation alvéolaire, si elle est ramenée par rapport à la hauteur des poumons, on voit du coup ici qu'on a une courbe qui est décroissante et qui va, ici c'est la valeur prédite, c'est celle qu'on aurait aimée, à savoir que 100% de la ventilation alvéolaire soit effective, alors que quand on fait des mesures, on se rend compte qu'il y a du coup une très forte diminution du coup dans la partie basse et une très forte augmentation de la partie haute. Du coup, la distribution est complètement disproportionnée. Si par contre, on prend du coup la perfusion sanguine en position debout, là, on n'a pas du tout la même courbe. C'est-à-dire que votre débit sanguin
va être beaucoup plus fort à la base et va se stabiliser beaucoup plus. On n'est pas du tout linéaire comme pour le gaz, du fait qu'il y ait la zone centrale qui soit bien alimentée et la zone inférieure qui accumule du sang et qui accumule du sang. Résultat, l'association des deux. C'est ce qui est rétabli ici dans cette formule, où vous avez ici le rapport de la ventilation, ici le rapport de la perfusion sanguine, et le couple des deux va nous donner la capacité réelle à diffuser des gaz. Et donc, qu'est-ce que l'on voit? C'est qu'on a une très faible capacité à diffuser les gaz dans la partie haute, et que cette diffusion, elle est beaucoup plus améliorée en partie médiane, et elle est éteinte dans les parties basses, ce qui du coup donne cette courbe en cloche, comme ça, cette courbe arquée, qui correspond parfaitement à où se font au mieux les échanges entre gaz et sang. Du coup, au sommet, c'est l'air qui est en excès par rapport à la perfusion. Du coup, le rapport ventilation-superfusion est très élevé. Vous avez la valeur de ce rapport qui est donc très positive. Tout en bas, c'est la ventilation qui est inférieure à la perfusion. Du coup, vous avez un rapport qui est très bas, proche de 0. Et en partie médiane, vous avez un rapport égal à 1 qui vous assure du coup une bonne perfusion. Résultat, par exemple, si à l'examen, je vous dis, vous avez un rapport ventilation sur perfusion qui est d'une valeur 20. Dites-moi, qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça correspond? Vous devez tout de suite me parler de pourquoi, de comment, de la position du poumon, de son orientation, de la quantité d'air, de la quantité de sang, du débit de sang, etc., etc. C'est un exemple. Donc le truc facile. On arrive à la dernière partie. On a une demi-heure là? Et qu'est-ce qui m'a pris? Il nous reste autant de temps que ça. Je suis allé un peu vite peut-être. Cool. Du coup, on a du temps pour nous. On va pouvoir faire des choses ensemble. Non, on arrive à la dernière partie qui est très importante parce que d'un point de vue, on va dire, médical, qui nous intéresse un peu en biomédical, eh ben, il va falloir associer tout ça. Et il y a un paramètre clé qui est l'hémoglobine. Vous le savez, ça je ne vais pas trop y revenir, toujours pareil, parce que vous le savez depuis le lycée au moins, avec ces fameux globules rouges. Quelle est la durée de vie d'un globule rouge? Durée de vie d'un globule rouge? 120 jours. On a du temps. Donc. Alors du coup, l'hémoglobine, vous la connaissez, elle est constituée de la protéine qui est la globine, qui s'associe avec un M, c'est-à-dire une molécule contenant du fer. Et vous l'avez vu à la présentation d'hier, d'après les physiciens et les chimistes, que les métaux sont des structures clés dans le bon fonctionnement des enzymes et dans le bon fonctionnement de vos corps. En est l'exemple du coup de l'M, donc de l'hémoglobine. La globine, elle est constituée de quoi? De 4 chaînes de polypeptides, 2 alpha et 2 bêta, qui vont avoir un M en leur cœur, c'est-à-dire une porphyrine de fer. Et c'est cette porphyrine de fer qui lie l'oxygène. On va voir la molécule juste après. Du coup, l'hémoglobine est une molécule du coup allostérique, ça c'est vraiment très important, et qui peut lier jusqu'à 4 molécules d'oxygène. Du coup, il y a un élément qu'il faut que vous connaissiez par cœur pour bien comprendre derrière, pouvoir faire des calculs, faire des petits exercices. C'est ce que l'on appelle le pouvoir oxyphorique de l'hémoglobine. C'est quoi le pouvoir oxyphorique? C'est la quantité d'oxygène que peut contenir 1 gramme d'hémoglobine. Et il est de 1,4 ml. Vous pouvez donc, avec 1 gramme d'hémoglobine, prendre en charge 1,4 ml d'oxygène. Du coup, si on vous donne la quantité d'hémoglobine dans votre sang et qu'on vous donne, on va le voir après, la pression partielle de l'oxygène qu'il y a dans votre sang, vous êtes capable de calculer
la quantité en millilitres ou en litres d'oxygène qui circule dans votre corps. Du coup, classiquement, on se retrouve avec 14 grammes d'hémoglobine pour 100 millilitres de sang. Ça, ce sont des valeurs standards. Et dans des exercices, je peux vous mettre dans des cas où on a fait des prises de sang, où du coup on a fait des mesures d'hémoglobine, etc. Et que grâce à ça, vous allez dire, est-ce que votre patient est trop chargé en oxygène, pas assez chargé en oxygène, et de m'expliquer un petit peu pourquoi. Et donc c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble en TD. Du coup, classiquement, dans la science générale, c'est que vous avez 14 grammes d'hémoglobine pour 100 millilitres de sang chez les femmes et 16 grammes pour 100 ml chez les hommes. Du coup, lorsque l'on regarde la structure des 4 peptides de l'hémoglobine, les 2 alpha et les 2 bêta, avec du coup une molécule de fer en leur centre, c'est ça qui va du coup, de par sa structure, permettre la fixation des 4 molécules d'oxygène, d'où les 1,4 ml d'oxygène pour 1 gramme. Le point, c'est que l'association du fer et de votre M avec l'oxygène change en fonction des conditions. Et c'est ça qui va vous permettre de comprendre pourquoi, au bout d'un moment, après avoir couru très très vite, on commence à être extrêmement essoufflé et à diminuer notre vitesse. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez changer les propriétés environnementales de votre hémoglobine et donc ses capacités à fixer de l'oxygène. Au début de l'effort, et c'est pour ça qu'il faut qu'on s'échauffe, tout va bien, parce qu'on va le voir, la température améliore la fixation de l'oxygène sur l'hémoglobine. Par contre, il y a un deuxième point qui va arriver, qui lui est délétère. Premier point, c'est le CO2. Le CO2 a une meilleure affinité pour l'hémoglobine que l'oxygène. Du coup, plus vous allez produire du CO2, moins vous allez favoriser la fixation de l'oxygène, ce qu'on va voir tout à l'heure. Deuxième notion qui y joue, c'est le pH sanguin. Et il y a un déchet, alors ce n'est pas le bon terme maintenant, parce qu'on sait qu'il est source énergétique aussi pour certaines cellules, mais un déchet de la fonction musculaire, de la glycolyse, que l'on appelle l'acide lactique. Et l'acide lactique va produire une très forte quantité de protons qui va du coup acidifier votre sang et donc modifier l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène. Résultat, l'ensemble de ces paramètres, on va voir leur influence, va complètement modifier votre aptitude à prendre une quantité totale d'oxygène et donc à fournir tout ce qu'il faut pour l'ensemble de votre tissu. Rappel pour l'oxygène, c'est que du coup, lorsqu'on a une eau pure, on va avoir du coup équilibre entre les deux milieux de pression en oxygène, de quantité d'oxygène. Si par contre, on met dans un des deux milieux un peu d'hémoglobine, qu'est-ce qui va se passer? L'hémoglobine étant beaucoup plus affine pour l'oxygène que l'eau, on va dire que le plasma, vous allez charger votre hémoglobine en oxygène, ce qui va faire chuter la pression partielle d'oxygène dans le sang. Ça, c'est une notion clé. En fait, il faut que vous le preniez comme une sorte d'éponge. Qu'est-ce qui est important? On l'a vu, c'est que quand on passe dans le capillaire au niveau de l'alvéole, on charge l'eau, puisqu'on parlait de diffusion dans un liquide, on charge l'eau du sang, qu'on appelle le plasma, d'oxygène. Mais cet oxygène, quand il rentre dans le plasma, il est pompé, absorbé, comme une éponge, à l'intérieur de l'hémoglobine. Du coup, il n'est pas dans le plasma, l'oxygène, puisqu'il est dans l'hémoglobine, associé à l'hémoglobine. Du coup, il n'est pas comptabilisé dans la pression partielle. Résultat, qu'est-ce qui se passe dans l'idée? Et ça, c'est ce qu'ont bien compris les cyclistes, c'est pour ça qu'en général, ils utilisent pas mal de PO, etc. C'est de se dire que plus j'ai d'éponges, plus je vais récupérer dans mon plasma de l'oxygène, et plus je vais laisser longtemps mon plasma pauvre en oxygène. Et donc, vous allez continuer pendant tout votre passage en contact avec l'alvéole, vous allez continuer à faire rentrer de l'oxygène. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous augmentez le volume d'oxygène que vous êtes capable d'emporter par unité de temps.
Résultat, la pression partielle d'un gaz est déterminée uniquement par la quantité de molécules mélangées dans ce gaz, diffuse, soluble, dissoute. Et donc, tout l'oxygène qui est collé à l'hémoglobine n'est pas quantifié. Plus il y a d'hémoglobine, plus du coup vous allez pouvoir mettre de l'oxygène dans votre sang. Et plus longtemps, votre oxygène aura du mal à équilibrer les pressions. Résultat, j'exagère, mais j'exagère pas, mais je reviens vraiment pour que vous compreniez, c'est que sur ce schéma-là, si je double ma quantité d'hémoglobine, vous allez forcément mettre beaucoup plus de temps pour équilibrer les pressions. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que l'oxygène rentre dans l'eau, il est pompé, absorbé dans l'hémoglobine. Du coup, une nouvelle molécule rentre dans l'eau pour essayer d'équilibrer les pressions, et hop, il est absorbé dans l'hémoglobine. Du coup, vous mettez beaucoup plus de temps à équilibrer l'eau, le plasma, avec les alvéoles. Mais vous y gagnez énormément. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez transporter in fine beaucoup plus de molécules d'oxygène. C'est ça qu'on a dit avec le pouvoir oxyphorique et le calcul de la quantité totale d'oxygène que vous avez dans le sang. Pourquoi? Je vais prendre un exemple, mais c'est juste pour anticiper un peu le TD, pour vous donner un peu un aperçu. C'est que vous pouvez ne pas atteindre la bonne saturation en oxygène, c'est-à-dire être à 90 mm de mercure ici au lieu d'être à 105. Vous n'y êtes pas arrivé. Le temps de contact n'était pas assez long. Eh bien, vous aurez peut-être quand même plus d'oxygène à donner à vos tissus que si vous équilibrez. Parce que ça n'a, je ne veux pas dire rien à voir, mais ça ne suffit pas à expliquer la quantité d'oxygène. Du coup, faites attention à la différence entre la pression de l'oxygène dans l'eau et la quantité d'oxygène dans votre sang. Ces deux paramètres disjoints. Peut-être que vous n'arriverez pas à équilibrer, mais pourquoi vous n'y arrivez pas? Parce que vous avez tellement d'éponges que les 0,75 secondes ne sont pas suffisantes pour remplir toutes les éponges et en plus remplir le plasma. C'est ça la logique que je veux bien que vous compreniez parce qu'elle est importante. Du coup, quelqu'un qui s'amuse à augmenter de manière très importante la quantité d'hémoglobine qu'il a dans le sang va du coup augmenter la quantité d'oxygène qu'il peut transporter. Si en plus on lui laisse le temps de saturer son plasma, alors là il est super riche en oxygène. Résultat, vous allez ensuite avoir une diffusion qui va augmenter puisque vous allez appauvrir votre milieu en oxygène dissous dans l'eau. Du coup, vous allez retirer, récupérer, tirer vers vous encore plus d'oxygène. Du coup, la concentration totale d'un gaz dans un liquide n'a rien à voir avec sa pression. Donc, dissocier pression de quantité. Et on va le voir tout à l'heure. Nous, là, ce qui nous importe et ce qui est important pour vos tissus, ce n'est pas que la différence de pression, c'est aussi la quantité totale. Quel peut être tout de même, il faut le dire, quel peut être d'après vous le problème qu'il n'y ait pas assez de pression dans le plasma sanguin? Dans mon exemple qui était que j'ai plein d'hémoglobines qui sont chargées en oxygène et je n'ai pas eu le temps du coup d'équilibrer les pressions. On peut se dire c'est top moumoute puisque je vais avoir beaucoup d'oxygène, pas de problème, en quantité, en concentration. Mais quel autre problème ça peut un tout petit peu créer, d'après vous? Que vous ne soyez pas à la bonne concentration, à la bonne pression partielle en oxygène dans votre sang. Quel problème ça peut avoir? Je vous l'ai dit, le seul objectif pour vous, c'est de donner de l'oxygène à vos tissus, à vos cellules. Du coup, quel autre revers, entre guillemets, de la médaille ça peut avoir? Il y aura moins de gradients chimiques au niveau des cellules. Du coup, les cellules, elles auront plein d'oxygène dans le sang, mais elles le récupéreront moins parce que l'oxygène n'aura pas envie de partir. Et pourquoi il n'aura pas envie de partir? Parce que la différence de pression sera peut-être trop faible ou plus faible. Donc, attention à ces deux paramètres. Les deux paramètres sont clés
et les deux paramètres sont légèrement disjoints. Et c'est ça que je veux bien vous faire comprendre. Du coup, la quantité totale qui est transportée dans le sang vient de deux choses. La quantité d'oxygène liée à l'hémoglobine, qui ne compte pas dans la pression, et la quantité d'oxygène dissoute, solubilisée dans l'eau, qui, elle, compte dans la pression. Et c'est la somme des deux qui va vous donner la quantité totale d'oxygène transportée par millilitre ou par litre de sang. Résultat, l'oxygène fixé à l'hémoglobine, HbO2, par rapport à l'oxygène dissous, du coup, elle va être comparée. Et cette comparaison nous donne quoi? C'est que dans le cas de notre pouvoir oxyphorique, qui est une valeur stricte, d'accord, constante, les 1,4 ml d'oxygène pour 1 g d'hémoglobine, si vous avez 15 g d'hémoglobine pour 100 ml de sang, ça va vous permettre du coup d'avoir 1,4 ml d'oxygène multiplié par 15 g d'hémoglobine, soit 21 ml d'oxygène pour 100 ml de sang. Voilà un petit peu ce qui peut vous attendre à l'examen et ce qui vous attendra un petit peu au TD. Si par contre je regarde ce qui est dissous, et là on dit dissous dans l'eau à 37 degrés, le pouvoir de dissolution, la solubilité, le coefficient de solubilité qu'on avait vu dès tout à l'heure, qui ne permet d'avoir que 0,003 ml d'oxygène pour 100 ml de sang, fait que pour 100 mm de mercure, vous n'avez que 0,3 ml d'oxygène pour 100 ml de sang qui est dissous. Imaginez-vous 21 ml contre 0,3 ml, juste en fonction de ce qui est lié à l'hémoglobine ou de ce qui est dissous mélangé dans l'eau. Pourquoi? C'est quoi le paramètre clé là, qui agit là-dessus? Comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de molécules d'oxygène dans le plasma, dans le liquide, que ça? Quel est le paramètre physique clé? Comment ça se fait qu'on transporte aussi peu de molécules d'oxygène dans l'eau? Des constantes de diffusion de l'oxygène que l'on met dans la loi de Fick. Aussi simple que ça. Résultat, le contenu total de votre sang en oxygène dans ce cas qui est un cas classique, 100 mm de mercure d'oxygène dans l'artère, 15 g d'hémoglobine pour 100 ml de sang, c'est quelqu'un en pleine santé, tout va bien. Dans ce cas-là, on va avoir l'oxygène fixé plus l'oxygène dissous, soit 21,3 ml d'oxygène pour 100 ml de sang. Du coup, dans 1 litre de sang, on va avoir environ 200 ml d'oxygène, soit seulement 3 pauvres petits millilitres dissous. Maintenant, comment l'hémoglobine va se charger en oxygène? Eh bien, ça va être sigmoïde, sous forme de sigmoïde. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, quand tous les M sont occupés, eh ben, du coup, on stagne et on ne parvient pas à récupérer davantage d'oxygène. On parle alors de saturation de l'hémoglobine, c'est-à-dire le pourcentage d'hémoglobine que vous avez dans le sang qui est chargé à fond en oxygène, c'est-à-dire qui contient les 4 molécules d'oxygène. Eh bien, vous n'atteignez quasiment jamais les 100%. Quasiment jamais les 100%, mais on se rapproche généralement des 90%. Cette saturation d'oxygène, elle est mesurée comment? Par l'oxygène, la quantité d'oxygène associée à l'hémoglobine, divisée du coup par la capacité en oxygène, c'est-à-dire du coup la capacité de liaison, l'affinité de liaison à l'hémoglobine. Résultat, l'oxygène qui est lié physiquement avec l'hémoglobine peut être calculé. Et il va être calculé en fonction de la saturation, ce qui va nous permettre d'améliorer la mesure de la quantité d'oxygène. Du coup, on va avoir le pouvoir oxyphorique multiplié par la quantité d'hémoglobine multiplié par la saturation en oxygène. C'est-à-dire que j'ai bien 15 grammes d'hémoglobine, mais est-ce que toutes les hémoglobines sont chargées
en oxygène. Et ça, c'est ma saturation. Du coup, en vrai, mais dans un cas tout à fait sain, vous avez 20 millilitres d'oxygène et non pas 21, comme on a dit tout à l'heure, qui était une mesure théorique. Parce que vous n'arrivez pas à charger toutes les molécules d'hémoglobine à fond. Lorsque vous faites évoluer votre environnement, sur quoi vous allez jouer? L'affinité. Et on a vu que l'affinité, elle rentrait dans quelle caractéristique? Dans la saturation. Du coup, si vous modifiez l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène, vous modifiez la saturation de l'hémoglobine en oxygène, donc la quantité totale. Qu'est-ce qui va y changer? C'est la liaison notamment au CO2 qui peut du coup complètement modifier les concentrations en oxygène que vous allez avoir pour 100 ml de sang. Et il est dit du coup que le CO2 à 33% va complètement, vous voyez, modifier la courbe de saturation de l'hémoglobine par rapport à lorsque vous n'avez que très peu de CO2. L'autre point, qu'est-ce qui fait qu'on saute ici des grosses marches? C'est tout simplement la quantité d'hémoglobine. Si on a 10 grammes, 15 grammes ou 20 grammes, fait que du coup, on augmente d'autant la quantité d'oxygène. Du coup, la température, la diphosphoglycérate, le CO2 vont tous les trois améliorer la saturation de l'hémoglobine pour l'oxygène, donc l'envie qu'il a de s'accrocher à l'oxygène. Et ça tombe bien, puisque du coup, l'exercice physique, en augmentant la température, va du coup améliorer l'accrochage de l'oxygène avec l'hémoglobine. Du coup, la diminution de l'affinité, elle est bien pour le tissu. Pourquoi? Imaginez-vous que l'hémoglobine accroche l'oxygène et elle est très affine pour l'oxygène. Quand on arrive au tissu, il faut faire quoi? Il faut le donner, cet oxygène au tissu. Du coup, si vous avez beaucoup trop d'affinité, eh ben, du coup, vous n'arrivez pas à libérer l'oxygène pour votre tissu. Du coup, votre tissu a du mal à s'oxygéner comme il faut. Si par contre, vous augmentez l'affinité, vous allez aider ce que l'on appelle l'hématose, c'est-à-dire l'augmentation de la quantité d'oxygène dans le sang. Du coup, l'effet très connu, que l'on appelle donc l'effet Bohr, que j'ai surligné ici en bleu, eh bien, la dépendance de la saturation de l'hémoglobine qui augmente en présence de CO2 et en présence d'acidité que vous avez lors d'un effort physique. Pour le CO2, maintenant, quant à lui, qu'est-ce qui se passe? Il se fait sous trois formes. Dissoute dans l'eau pour une valeur de 5%, les fameux 5 mm de mercure, ou alors combiné à des protéines. Là encore, pour environ 5%, c'est ce que l'on appelle les composés carbaminés, c'est-à-dire les enzymes qui vont être carboxylées par le CO2. C'est ce que l'on appelle l'effet Haldane. Ça, on pourra le revoir après en TD. Et donc, la fixation de l'oxygène sur l'hémoglobine facilite la libération du CO2. Et du coup, c'est ce qui aide à l'échange gazeux au niveau des capillaires, au niveau des alvéoles, pardon. Et la dernière catégorie, qui est forcément la plus importante, c'est le bicarbonate, via la fonctionnalité de l'anhydrase carbonique, cette fameuse enzyme qui permet du coup, à partir de CO2 et d'eau, et Dieu sait s'il y a de l'eau dans le sang, va permettre de faire de l'acide bicarbonique. Et du coup, ce bicarbonate va être responsable de 90% du transport de CO2 dans le sang. Et on verra au deuxième semestre, pour ceux qui ont encore envie de faire un peu de physio avec nous, quelle est l'importance de cette réaction enzymatique dans la régulation du pH sanguin et du coup dans l'importance du fonctionnement respiratoire dans la régulation du pH sanguin. Et du coup, pourquoi vous vous mettez à respirer beaucoup plus vite quand vous faites un effort? 1, parce que vous surchargez votre sang en CO2 et l'appauvrissez en oxygène. 2, parce que vous créez de l'acidité
et que cette acidité ne peut être évacuée que par le CO2, en tout cas majoritairement par le CO2, dans un point de vue très rapide. Puisque l'autre moyen de l'éliminer, vous l'avez peut-être vu avec M. Deban, je ne me souviens plus, c'est bien sûr le système rénal, qui va vous assurer du coup un maintien du pH sanguin. Résultat, c'est la dernière diapo du coup de ce cours. Vous avez ici le trajet final de ce qui s'est passé, comment les gaz et à quelle proportion les gaz vont diffuser au niveau des alvéoles, qui vont être trimballés, modulés et transportés par le système vasculaire et le cœur pour ensuite diffuser au niveau des tissus et assurer du coup une bonne diffusion des gaz. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite bon courage et à la semaine prochaine pour le système cardiaque.